Et t'as surtout envie de changer de voiture. Et alors, si ça peut aider le pays? Matmut, ma valeur sûre. Offre réservée aux 20 000 premières souscriptions d'un contrat auto 4D en formule tout risque. Conditions complètes et coordonnées de l'assureur en agence et sur matmut.fr. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos avec Cyril Ardo. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du coronavirus. Delphine Gaucho, l'enquête vise notamment les chefs d'homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Depuis le 24 mars, le parquet de Paris a reçu 62 plaintes ou signalements liés à l'épidémie de coronavirus. La majorité d'entre elles proviennent de particuliers qui ont saisi leurs plaintes en ligne sur le site internet plaintecovid.fr. Les autres émanent d'associations ou d'organisations syndicales. Le procureur Rémi Hetz a donc choisi d'ouvrir une enquête préliminaire confiée à l'office spécialisé en santé publique de la gendarmerie, l'OCLAESP. Une réponse judiciaire à ces nombreuses plaintes qui n'est pas là pour définir les responsabilités politiques ou administratives, précise le procureur, mais pour mettre au jour d'éventuelles infractions pénales des décideurs publics. Car ces plaintes mettent en cause toute une série d'instances, de structures ou de départements ministériels. Elles évoquent les principales critiques entendues depuis le début de la crise sanitaire, la question de la protection au travail, la mise à disposition des masques et des tests. Le parquet de Paris qui a par ailleurs ouvert 3 enquêtes distinctes après des plaintes visant cette fois des EHPAD. Le chef de l'État, en revanche, lui, n'est pas concerné puisqu'il est irresponsable pénalement. Les membres du gouvernement relèvent quant à eux de la Cour de la justice de la République. La crise du coronavirus et ses conséquences sur l'économie, le gouvernement a dévoilé... La vie comme l'histoire se répète. Oh, comme le temps a passé. Je crains de revivre sans le savoir cet instant qu'on a traversé. Où est passée ton âme? Cariño, no lo sé. Oh, donde este mundo va? Dis-le-moi s'il te plaît. Ils vivaient ensemble, attachés. J'en ai encore. Castaner en déplacement à Évry dans l'Essonne ce matin pour rencontrer des policiers. Le Premier ministre a rappelé sa confiance vis-à-vis de la police nationale tout en appelant à l'exigence. Le ministre de l'Intérieur a lui dévoilé ses chiffres. 30 enquêtes engagées au sein de l'IGPN en 2019 pour des propos racistes de policiers. Une vingtaine d'enquêtes ont été transmises à la justice. En Sibérie, de vives craintes concernant la nappe d'hydrocarbures déversée dans une rivière il y a une dizaine de jours après l'effondrement d'une cuve. Si rien n'est fait, ces 20 000 tonnes de carburant pourraient bien atteindre la mer Arctique. Les barrages flottants qui ont été installés n'ont pas suffi à maintenir cette pollution. Et puis s'il vous venait à l'idée de partir vivre et travailler à l'autre bout du monde, voici un classement qu'il pourrait être intéressant de consulter. La 26e édition de l'enquête internationale Mercer sur les villes les plus chères pour les expatriés. Hong Kong, Tokyo, Singapour ou Pékin dans le top 10. En Europe, la Suisse se démarque avec Zurich, Berne ou Genève. Paris passe de la 47e à la 50e place. Nathanaël Charbonnier, la crise du coronavirus pourrait bien avoir une incidence à l'avenir.
Et si la pandémie faisait évoluer le monde des expatriés, ce qu'on appelle la mobilité internationale? Si demain, moins de Français allaient travailler à l'étranger, on estime qu'ils sont entre 2 à 3 millions à vivre hors de l'Hexagone. Or, avec le prix des loyers, le coût de la vie dans certains pays et maintenant le coronavirus qui complique les choses, de plus en plus d'entreprises réfléchissent à faire évoluer leur stratégie. Conséquence, l'expat qui quitte la France pour 5 ans, ce n'est plus dans l'air du temps. Jean-Philippe Sarrat, responsable mobilité chez Mercer France. Il y a certaines pratiques qui existent déjà, mais qui vont peut-être être plus populaires à cause de la crise. Certaines entreprises proposent à leurs expatriés ce qu'elles appellent du commuting. Par exemple, quelqu'un qui travaille à Londres, mais qui va rentrer tous les week-ends à Paris parce que sa famille reste à Paris. Il y aura moins d'expatriation de long terme. On essaiera d'y répondre sur 12 mois, 18 mois, plutôt que 3 à 5 ans comme une expatriation traditionnelle. Mais on peut ajouter également le développement du télétravail qui pourrait limiter le nombre d'expatriations ou encore tout simplement l'envie pour les salariés de partir travailler à l'étranger. La pandémie du coronavirus serait à l'origine d'un vrai changement de mentalité sur le sujet. Nathanaël Charbonnier. En football, la relégation en Ligue 2 d'Amiens et de Toulouse suspendue par le juge des référés du Conseil d'État. Il valide aussi la fin de saison et le classement de Ligue 1, mais rejette en revanche les demandes de l'Olympique Lyonnais sur une reprise du championnat. 17h05 après le journal de 19h sur France Inter. Le téléphone sonne avec Fabien de Synthèse. La sécheresse arrive. Comment mieux gérer l'eau? On en parlera avec nos invités. Puis vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Ce soir sur France Inter, une sélection du meilleur de ces 3 derniers mois dans Very Good Trip. 21h, Mishka Asayas. Tout ce que vous avez manqué dans les sorties blues, soul et folk. Avec en point d'orgue, un concert idéal de la musicienne texane Lucinda Williams. Very Good Trip, le voyage musical de France Inter. Du lundi au jeudi à partir de 21h. Et tous les épisodes en podcast sur franceinter.fr. Solidarité avec la filière auto. Antoine engagé. Pas vraiment. Ben si, je soutiens le plan de relance automobile avec ses primes exceptionnelles. Et je suis pas tout seul, j'ai la Matmut avec moi. Avec sa mesure solidaire, elle rembourse 75 € sur la souscription d'un contrat auto pour un véhicule aidé par l'État. Oui, t'as surtout envie de changer de voiture. Et alors, si ça peut aider le pays? Matmut, la valeur sûre. Offre réservée aux 20 000 premières souscriptions d'un contrat auto 4D en formule tout risque. Conditions complètes et coordonnées de l'assureur en agence et sur matmut.fr. 17h07 sur France Inter, il est l'heure de retrouver par Jupédémie autour de vous, Charline Vanhoenacker. Mais oui, Cyril Ardo, est-ce que vous savez où on se trouve? Alors non, dites-moi tout. Ah bah voilà. Ah bah alors ça, le gars ne sait pas. Rends la carte de presse immédiatement. il sait pas. On travaille dans la même boîte et il sait pas. J'ai pas reçu le mail de service, je suis désolé. Cyril, on vous chambre, on vous chambre. Ben vous n'avez qu'à rester avec nous. Et nous écouter. Avec grand plaisir. Voilà. C'est pour ça que moi je fais pas des flashs, c'est parce que je ripe sur les mots. Vous voyez, chacun son métier. Merci Cyril pour les informations. Allez. « 11h30 dans le nouveau bureau de Parjupidémie. Ça va les amis? Ça va. Ouais, je veux dire votre duo là, parce que j'ai l'impression que le confinement on a mis certains à rude épreuve. Comme tous les couples, mais non, ouais. non, c'est... On en est ressorti plus fort. Ah, c'est jamais aussi bien entendu. Vous êtes sûr? Parce que bon, c'est bien, en même temps ça vous a permis d'apprendre à communiquer, j'ai l'impression. Non mais t'as tellement raison, l'important c'est la communication. T'as tellement raison, l'important c'est la communication. Moi je crois qu'on est revenu à l'essentiel. Hein. Je crois qu'on est revenu à l'essentiel. Voilà, puis vous avez pas besoin de dire 2 fois les choses aux membres de l'équipe, c'est bien. Bah, c'est ça, c'est le secret de notre duo ça. Ça c'est vraiment le secret du duo. Hein, pas d'énergie perdue, écouter l'autre, tout donc, ça. on a pu aller au fond des choses, tu vois, se recentrer sur ce qui nous unissait. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu un peu de laisser-aller pendant les derniers temps. Il faut ah bon? Tu veux dire sur les brèves? Ah non, je parlais plutôt du choix des invités. C'est devenu n'importe quoi et avant le confinement. Quoi? Bah, je vais aller me faire un café. Ah non, attends. Qu'est-ce qu'ils avaient mes invités? Bah, je sais pas, là on parlait de mes brèves. Parce que tu les as jamais aimés, alors ça n'aide pas si tu veux. Bah, et les chroniqueurs? Mais qui s'occupe des chroniqueurs? Hein? Qui les rassure? Qui les oriente? Mais qui évidemment, les guide? qui les avait stressés avant? Qui les exploite, les chroniqueurs? Moi je vais aller faire non, un tour. Non, Guillaume, tu restes là. Tu restes là. Voilà. Reste là, je reste non, là. mais qui les rappelle quand ils désertent le nid, par exemple? Mais j'étais pas vraiment parti. Hein. Ouais, bah j'espère bien, parce que t'as une chronique à 17h30. Hein. Et c'est pas Alex qui va te le rappeler, ça, évidemment. Bah non, Alex, il est occupé, il a des choses à préparer, un journal par exemple. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est l'important, c'est ça, c'est la communication. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission idéale
Si toutefois tu cherches des blagues chaudes dans ta région d'actualité. Et voici la devise du jour. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps avant l'arrivée de la police. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Grâce à vous, les uns peuvent réviser le bac qu'ils ne passeront pas. Les autres prennent tout simplement du plaisir avec une vie de Maupassant. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire une fois de temps en temps. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour. Où êtes-vous allé trader vos guêtres? Eh ben, je me suis intéressé aux statues et aux noms de rues. Est-ce qu'on pourrait pas changer certaines un peu datées et remplacer par d'autres noms plus récents? Je suis allé voir les gens. Est-ce qu'on pourrait mettre Clara Dupont-Mono à la place? C'est ça? Ouais, c'est pas gagné. Thomas Croisière est sur le pont. Bonjour Thomas. Bonjour Charlie. c'est long aujourd'hui. Heureux comme un gars qui a fait sa déclaration d'impôt. Attention, quand je dis bonjour, dites déjà votre phrase. Tant que je dise Thomas, il est déjà 18h. Vous avez choisi un film émouvant aujourd'hui, Lion de Garth Davis, nommé 6 fois aux Oscars, inspiré d'une histoire vraie, celle d'un enfant indien complètement démuni. Eh oui, déjà tout petit, alors que vos camarades jouent au football dans la décharge municipale derrière votre bidonville, vous restiez assis près de la caisse de bière où dormait votre papa. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charlie de Valoulaquer, avec qui je ne me dispute jamais. Et Mais c'est non. pour ça qu'on le joue pas très bien dans le sketch du début. Allez, une toute belle équipe aujourd'hui, que des filles, mais on va essayer de rire quand même. D'abord, Eh ben, on était presque déçus de la retrouver sans séquelles. C'est Constance, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, dis donc? Mais oui, ça va, merci. De quoi on va parler? De livres. Bon bah oui, en fait, c'est pas On va en faire un paquet aujourd'hui. séquelles quand même. Ensuite, celle qui a laissé des séquelles à mon cœur en lambeaux, c'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Oui, bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? D'une dame en EHPAD. Très bien, ça peut m'intéresser. Ensuite, pour la musique, celle dont les choix sont des séquelles, puisque c'est elle qui peut choisir ces disques-là. Oh là là. Excellent, un jeu de mots. Bonjour Milady Bauer. Bonjour, aujourd'hui je vais râler et parler de rock'n'roll. Très bien. Ajoutez à cela un dessin enchanteur, des exercices d'une splendeur, un journal délateur, et vous obtenez le programme pour toute l'heure. Et qu'en pense le public dans la salle? Y a pas. Pas grand-chose. Et ça va marcher jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Charline, Nous sommes en direct de la scène du carreau du temple. y a pas de gens en fait. Le caveau du temple. C'est un peu ça. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Mais pas de public. Ô public imaginaire, Il est pas là. dans ton théâtre fantôme, Non, il y a pas. aux affiches défraîchies, Il y a pas de public, Charline. elle s'avance avec l'air de briser l'ambiance atone. Soudain, la blague jaillit. Elle rime avec outrance. Voici Constance. Constance, en fait, tout ce que j'ai fait là, que j'ai écrit cet après-midi, c'est pour vous lancer. Ça veut dire que c'est à vous, en fait. Ah merci, d'accord, pardon. C'est comme la salle est vide, c'est pas tout à fait. Je comprends que vous soyez déstabilisés. C'est un lancement radio et je voulais dire que c'était à vous. Constance. Ouh. Merci. J'essaie de mettre l'ambiance. Attendez, je vais faire un salut au public. Ouais. Permettez. Chez vous, imaginez-vous, Oui. vous êtes, Ouais. voilà, imaginez Voilà. devant une salle. Ils sont debout, Charlie, ils sont debout. Voilà, standing. Bravo. Bravo. Voilà. Et donc Constance. Constance, c'est à vous. Bonjour à tous les déconfins. J'espère que vous êtes prêts car je poursuis ma quête de reconversion professionnelle et c'est aujourd'hui que je m'attaque au poste de chroniqueuse littéraire. Prosternez-vous, Juliette Arnaud et Clara Dupont-Mono, parce que le moment est arrivé, l'heure où les gens y voient enfin comment que je suis intelligente. Accrochez-vous à vos slips, les auditeurs érudits. Je vais vous faire montrer mon gros cul. Et ne comptez pas sur moi pour employer des vilains mots tels que bite, chat ou nichon. Non, il n'y aura pas de vulgarité comme vieille putrance ou garage à bite. Non, je vous promets, je m'y engage dans cette chronique littéraire. Vous n'entendrez certainement pas les mots fion, couille ou zob. Non, c'est hors de question. Pour marquer les esprits et joindre l'utile à l'agréable, il me fallait un ouvrage qui soit à la hauteur de la période que nous traversons. Et c'est pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur ce livre d'Émile Zola et Images.
intitulé Du gainage, de la vache qui rit et du rhum. Dans cet ouvrage autobiographique de science-fiction réaliste, l'auteur nous projette dans un futur immédiat proche et lointain. Le héros, Pépé le Putois, est capitaine d'un vaisseau spatial qui transporte du rhum, de la vache qui rit et des bâtonnets de surimi vers une colonie minière située entre Pluton et la Picardie. Soudain, une mystérieuse épidémie se déclare à bord. Les hommes d'équipage, rendus fous par des érections ininterrompues, tentent de se soulager en vain en regardant en continu des photos de Margaret Thatcher. Problème, plus d'encre dans l'imprimante du vaisseau spatial, quelqu'un avait supprimé les stocks. L'équipage se transforme alors très rapidement en zombites, à l'exception de notre héros Pépé le Putois. Pour les néophytes, le zombite est un mort-vivant habillé en nubuck qui viole à mort tout ce qui bouge et malheureusement Pépé le Putois a la maladie de Parkinson. Alors, s'il vous plaît. Alors, pour ne pas se faire violer à mort, notre héros devenu Josiane à ce stade du récit, puisque 2 chapitres avant, il avait décidé de s'auto-opérer pour changer de sexe suite à un pari perdu. Notre héros Josiane, donc pour rester en vie, s'enferme dans la soute du vaisseau pendant 5 ans et bonheur dans son malheur, elle trouve dans son espace de vie de 4 mètres carrés un livre de méthode de fitness intitulé « Je me mets au gainage pour enfin avoir un corps tonique ». Livre qui va littéralement lui sauver la vie. Burpees, squat, jumping jack vont devenir ses exercices quotidiens et grâce à ses fesses raffermies sur une chorégraphie de Zumba parfaitement maîtrisée, elle va réussir à broyer tous les zombites en les écrasant entre ses fesses musclées comme des petites noisettes. Je vous recommande cette scène incroyablement émouvante où Josiane dit au revoir à son ancien copilote Jean-Kévin devenu zombite en l'étouffant sur un exercice de rééducation du périnée. On touche au sublime. Dans cet ouvrage réaliste, sensible et épuré, d'Émile Zola Images, l'auteur nous démontre avec subtilité que le sport est un art qui peut sauver des vies. Et je ne peux que vous recommander la lecture de toute son œuvre, parce que déjà dans son premier roman de bricolage intitulé « Je préfère la section de 50 pour les évacuations de douche », un roman engagé très fort, très fort, qui se lit très fort d'ailleurs, parce que ça parle de gens du bâtiment. Je vais vous lire un extrait. Tonio empoigne d'un geste sur le tuyau de PVC de 50 et de l'autre main la scie fidèle. Hélas, soudainement, tout de suite, la scie ripe et dérape sur Tonio qui se dit qu'il aurait mieux fait de garder son slip pour bricoler. La semaine prochaine, les amis, je m'attaque à ce chef-d'œuvre de Victor Hugo Boss, Les Misérables à Miami. Merci, bisous, merci. Vous nous rappelez les références? Je crois que c'est chez Gallimard. Je crois qu'elle s'est un peu foutue de votre gueule, Juliette. Non. Pas du tout. C'était un hommage. Vous écoutez France Inter, Le Masque et la plume dans le cul, sur la bande FM, bien sûr, avec Jérôme Garcin et toute l'équipe, bien entendu. Après cette chronique, Jérôme Garcin a sans doute dû se dire, mais en français, well, well, well. Et c'est le titre que nous allons écouter. It echoes in my mind. You make me draw the line.
Duffy sur France Inter. De la politique, de la satire, de la brève. Si cette séquence était en papier, elle s'appellerait Le Vizorek enchaîné. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Le journal de presque 17h17. Les gars, vous me tenez bien. Et on commence par les titres. Christophe Castaner souhaite la suspension systématique des auteurs de propos racistes. Voilà, coup dur pour CNews qui perd la moitié de ses éditorialistes. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé l'interdiction de la méthode d'interpellation policière dite de l'étranglement. Oui, c'est bien d'essayer de faire en sorte que les policiers arrêtent d'étouffer les gens. Ce sera encore mieux d'essayer de faire en sorte qu'ils arrêtent d'étouffer les bavures. Et les brèves ? Christophe Castaner ne s'est pas prononcé sur la violence des brèves. Je peux continuer. On commence par la politique française. La République En Marche a appelé les Français à cesser toute activité à 18h et durant 8 minutes et 46 secondes en hommage à George Floyd. Oui, ils font ça alors que depuis des semaines, le gouvernement s'est un petit peu attaché à nier les violences policières. Donc contrairement à George Floyd, la République En Marche, il manque pas d'air. Pour François Hollande, Emmanuel Macron n'a pas construit de force politique nouvelle. Un petit peu culotté venant de la part de quelqu'un qui, menant le PS, a détruit une force politique ancienne. Le New York Times, lui, a vanté la gestion française de la crise du coronavirus. Ouais, c'est marrant. Les journalistes n'ont pas dû tomber sur Sibeth Ndiaye. Culture à présent. Oui. Les grands musées vont pouvoir rouvrir très bientôt. Excellente nouvelle, on va pouvoir retourner à la maison de la radio. Enfin Alex, c'est pas un musée. Bah attendez, un grand endroit un peu glauque dans lequel il n'y a que des vieilles choses qui bougent pas. Excusez-moi, mais c'est un musée normalement. Musique oui. Kanye West est le musicien le mieux payé au monde avec près de 170 millions de dollars touchés en 2020. Incroyable ça. Ah bah oui, il a touché une somme folle. Non, c'est incroyable. Pour être riche, en fait, il faut vraiment pas passer dans les chroniques de Mélanie Bauer. c'est la solution. C'est le secret. Fait divers sur France 2. Le magazine 13h15 le dimanche revenait sur l'affaire du pont de Ligonnès. On a notamment appris que les enquêteurs n'avaient pas trouvé la moindre trace de sang dans la maison. Ça, c'est quand même balèze. Xavier Dupont-Ligonnès était plus doué pour faire le ménage que pour rester en ménage. Passons à la technologie. Pour Luc Julia, le co-créateur de Siri, l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'un marteau. Charline, vous me décevez énormément. Et oh, hein, qui me parle là-haut? C'est moi, Siri. Ah bon. Pendant le confinement, vous n'arrêtiez pas de me parler. Mais maintenant que vous avez retrouvé vos amis, vous ne me donnez plus de nouvelles, et pire encore, vous me traitez de marteau. Ah non, Je vais donc dévoiler tout ce que vous me racontiez sur la fortune cachée de Guillaume, sur la sexualité débridée d'Alex et sur les hémorroïdes de... Non, stop! C'est bon. Comment est-ce qu'on éteint ce truc? Attendez, Alex, enchaînez, s'il vous plaît, tout de suite. Allez, les brèves. J'ai jamais été aussi impatient d'avoir des brèves. Vous pouvez tout à fait vous passer de moi pour faire le journal, hein. Ça se passe très bien. Vous amusez bien avec la machine. Allez, les brèves, ça par contre, il n'y a que moi qui peux le faire avec talent. À Rennes, pour protéger son nid, une buse attaque le crâne d'un jogger. Et ça a l'air de vous faire plaisir. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'avais plus vu une buse attaquer. Parce qu'il n'y a plus le championnat d'Angleterre, du coup Olivier Giroud, on le voit plus. D'accord. Et voilà. Vous voulez parler d'Olivier Giroud, le champion du monde de football. C'est la même, oui. Moi, je ne connais pas, mais ça ressemblait à la chute de la blague. Donc c'est ce moment-là où je dis, et la dernière? Voilà, c'était excellent. Si vous aimiez le foot, ça marrait. Non. Une femme, alors attention, femme avoue que son chien lui fait atteindre l'orgasme plusieurs fois par jour. Et c'est vrai qu'on dit toujours que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et en fait, non, c'est le meilleur amant de la femme. C'est une brève. Je refuse de faire une chronique. On va passer un disque. Mélanie, il vous reste un truc qu'on ne connaît pas. Je peux trouver. Voilà. Siri, est-ce qu'il peut revenir? Et hop, les gens ont oublié ce qui vient de se passer. À 17h25, de toute façon, vous écoutez Radio Courtoisie où on parle de chiens et de relations sexuelles. Alors, hop, on revient sur France Inter. Là, on est sur France Inter. Et vous nous apportez chaque jour un nouvel éclairage sur un classique grâce à la pensée moderne, la vision contemporaine et une tchatche stylée de sa mère. Aujourd'hui, votre prisme débridé ébouriffe les pages du premier roman de Maupassant, Une vie. Nous sommes bien de retour sur France Inter. C'est Juliette Arnaud. Oui, Une vie ou L'humble vérité. En fait, c'est un double titre au départ, au moment de la parution de Une vie en feuilleton. Une vie, donc celle de Jeanne aux alentours de 1850. Alors,
l'humble vérité. Quelle vérité ? Celle de Jeanne, après sa nuit de noces, puisque vous l'avez compris, elle a épousé. Et cette nuit de noces, ça te fait une lecture qui te casse la gueule, en toute simplicité. Parce qu'il s'agit bien d'un viol en toute légalité. Si ce concept vous semble fumeux, donnez-vous les pannes, allez-y, c'est instructif. Après cette nuit de noces, avec plein de guillemets avec mes doigts, le beau Julien s'endort comme une bête. Qu'en pense Jeanne ? Je cite Maupassant, voilà donc ce qu'il appelle être sa femme. Et ce n'est qu'un début. Très vite, mais alors très très vite, Jeanne comprend, car si elle n'est pas une intellectuelle, une cérébrale, elle est sensible, elle est vive. Jeanne comprend qu'elle est comme dans la chanson de Nougaro, au moment où le vilain mari tue le prince charmant. Dans le lit, Julien a la délicatesse d'une pelleteuse mécanique, et puis il est pingre, et puis il est maladroit à cheval. C'est pas un détail pour moi, ni pour Jeanne, cavalier peureux, donc crispé, donc maladroit et brutal. Et puis, comme tous les lâches, il est violent, et comme si ça ne suffisait pas, il a la finesse de goût d'un tabouret 3 pieds. Elle a pas un Yorkshire Dépanné, moi. Grande fatigue. Moi, je suis avec vous, Alex. Je suis en soutien. Et comme Maupassant n'est pas un théoricien, Maupassant se garde d'exposer ses vues. Il chemine aux côtés de Jeanne, elle devine les choses lentement, le lecteur va plus vite qu'elle, mais Guy de Maupassant va à sa vitesse à elle. C'est ça le respect littéraire. Il ne théorise pas que le mariage bourgeois est une duperie qui flingue plus sûrement les femmes que n'importe quoi d'autre. Dans son style, à lui, savamment simple, il raconte la vie de Jeanne un siècle avant Momone de Beauvoir. Et la vie de Jeanne, c'est qu'elle découvre que son mari, comme bon nombre de crétins matinés de fumier de cette époque, a mis enceinte Rosalie, la bonne, et la sœur de lait de Jeanne, qui accouche d'un petit garçon que Julien veut chasser de chez eux. Oui, en sus de toutes ses belles qualités, Julien a également la mesquinerie d'un avocat fiscaliste et le sens de l'honneur d'un gastéropode. Heureusement, le père de Jeanne, le baron, veille et éloigne Rosalie et son enfant en les protégeant financièrement. Et si vous croyez que ça va soigner Julien de son tempérament polygame, vous devez faire partie des abrutis qui ont cru que le monde d'après serait chouette et nouveau. Oui, je fais partie de ces abrutis. Ça vous rassure pas ? Je comprends. Dans Humble Vérité, il y a vérité et il y a humble. L'humilité, c'est celle de Jeanne. C'est parce qu'elle n'est ni la femme de 30 ans de Balzac, ni Madame Bovary, ses sœurs littéraires mal mariées. Alors Jeanne ne sera pas adultère, elle. Elle a compris qu'un autre homme n'était pas la réponse à un homme. Alors Jeanne encaisse. Jeanne regarde la nature avec son père, la mer, les pêcheurs qui partent de nuit pour essayer d'arracher à la mer leur subsistance. Jeanne observe leur misère sans oublier la sienne. Elle dit « C'est pas toujours gai la vie ». Et le baron, son papa, qu'elle appelle petit père, lui répond « Que veux-tu, fillette ? Nous n'y pouvons rien. » Voilà, Jeanne apprend le sens du mot fatalité. Mais voilà que Jeanne, à son tour, est enceinte. C'est un petit garçon. Il s'appellera Paul. Jeanne l'appellera Poulet. Et si un autre homme ne peut guérir d'un homme, un enfant tata Juju, ça peut ? Demain. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud. Alors, je me rappelle qu'au lycée, j'avais lu Une vie de Maupassant. Je me rappelais pas qu'il y avait des salauds, des tabourets 3 pieds et des abrutis. Je pense que vous le reprécisez. Tu l'avais dit une autre lecture. On vous l'a mal enseigné. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être le moment de faire un test croisière, c'est-à-dire voir quand je prononce un mot, à quelle vitesse il chemine vers le Cap Ferret. Attention. Bonjour Thomas Croisière. Bonjour Charline Vanhoenacker. Une seconde, c'est que le Cap Ferret s'est rapproché de Paris, Thomas, j'ai l'impression. Donc ça me semble bon pour votre chronique. Ne me dites pas de ça, je suis très bien là où je suis. Ça me semble de bon augure pour la fin de cette émission et votre chronique cinéma avec Alfred et Gaston, bien sûr. Alex, on va faire un jeu à présent. Citez-moi un chanteur ou un groupe que Mélanie Bauer a chroniqué dans l'émission depuis 1875. Il y a eu... les French Cannons. Jacqueline and the Princess, Ouais. que j'avais bien aimé ça d'ailleurs. Il y a eu le collectif de Clermont-Ferrand, Cordonnier Dingue, je pense. Et Michel Cloup, évidemment. Voilà. Michel Il y en a un de bon, c'est Michel Cloup. Et Et Mélanie, Mélanie, j'ai l'impression que c'était une façon de vous dire... C'est à moi. C'est à moi. Alors, un des trucs rigolos avec le rock, c'est sa mythologie et comment les gens s'en emparent. Prenons par exemple la page Wikipédia du groupe irlandais Two Door Cinema Club. Ils débutent leur carrière en 2007, nous explique l'encyclopédie écrite par les fans. Alex et Kevin se rencontrent chez les scouts, puis ils ne restent pas en contact. Plus tard, Alex et Sam se retrouvent au lycée, puis vient Kevin qui tente d'intégrer une fille dans le groupe. En voilà une histoire passionnante. Je vous rassure les garçons, il n'y aura finalement pas de filles.
filles dans le groupe. Ce sera un trio avec des tas de disques vendus du premier album sur le label français Kitsune, produit par notre regretté Philippe Zdar, décédé il y a presque pile un an. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement. Many surprises await you. In the basement people, in the basement. Et là, l'histoire s'emballe. 3 albums en 6 ans, un burn-out, trop de concerts, trop de drogue douce, des chiffres, beaucoup de chiffres de vente de disques pour nous expliquer que ce sont des vedettes et des commentaires sur les différents looks des pop stars, cheveux longs, cheveux courts, moustache, pas moustache, des tas d'articles passionnants sur ces looks. Oui, parce qu'on ne va pas trop parler de musique, hein, ça ennuie les gens. Hein. Non. Si, j'ai bien vu que vous étiez parti. Ne me regardez pas comme ça. Ça ennuie les gens. La vie d'un groupe de rock, ce sont plutôt des anecdotes, des histoires de cœur et de tourbus. Et nous voilà ce soir à un anniversaire, 10 ans de la sortie du premier album et la construction d'un nouveau mythe, très courant dans l'histoire du rock'n'roll, le mythe des morceaux perdus que l'on a finalement retrouvés. Tudor Cinema Club sort pour fêter ça Lost Songs, entre parenthèses, Found. Alors là, on se dit, mais quelle histoire ces morceaux perdus, comment sont-ils revenus ? Pas de sérieuses théories à ce propos, mais des présomptions reprises un peu partout dans la presse musicale et internationale. Le confinement leur aura probablement permis de fouiller dans leurs archives. Ce serait en faisant le ménage qu'ils auraient retrouvé ces fameux morceaux perdus. Et ce, pile poil au moment où il fêtait les 10 ans d'existence du groupe. Mais quelle incroyable aventure qui se poursuit avec des aveux. En 2009, Tudor Cinema Club était fauché. Pas moyen de finir la chanson Tiptoes, par exemple, qui sera oubliée en version démo. Bon, alors, je ne vais pas me plaindre sur la vacuité de mon métier, ni même vous faire pleurer sur les grands moments de solitude que l'on peut ressentir en interview avec les rockers quand ils nous racontent ces histoires de bandes perdues puis retrouvées, de moustaches et de coupes de cheveux, parce qu'il reste quand même quelque chose d'important dans ce grand cirque, c'est tout de même la musique.
Tiptoes, Tudor Cinema Club, Lost Songs Found, entre parenthèses. C'est déjà sur les plateformes et dans les magasins. Merci Mélanie Bauer pour ce choix musical. Et justement, c'est une émission à majorité féminine aujourd'hui. Mais oui, si vous nous rejoignez, ça explique un peu le côté hystérique que vous pouvez entendre. Alors, vous avez déjà raté les complaintes de Juliette Arnaud et Constance. Il reste encore les approximations de Clara Dupont-Moreau. Mais heureusement, il y a la compétence de Thomas Croisière. Mais avant cela, la rigueur journalistique de Guillaume Meurice. Oui, tout à fait. Alors, vous allez voir, vous allez en avoir de la rigueur, puisque on est toujours en direct du carreau du Temple, où l'on peut accéder par la rue Eugène Spuller, qui était député, sénateur, sous-secrétaire à la présidence du Conseil entre le 14 novembre 1881 et le... Putain, excusez-moi. Je fais une Laurent de cheating. Je suis désolé, pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Eugène Spuller, qui était journaliste... excusez-moi, ça va passer, j'arrive pas, je fais une... Il y a trop d'arabes en France. Putain, excusez-moi. Laurent Deutsch, sors de ce corps. C'est bon, ça va mieux. En même temps, c'est pas mal, parce qu'à la rentrée, au même horaire que nous sur Europe 1, il y aura une émission d'histoire. Donc c'est bon, je serai prêt. L'émission d'Europe 1 sera présentée par Stéphane Bern, d'ailleurs. C'est chouette, le Nouveau Monde. Oh putain, il voulait mettre Pierre Bellemare, mais il répond plus au téléphone. Je crois que le succès lui a monté au cigare. C'est le nom du studio, figure. Ah voilà, je sais que ça va un lien quelque Dites part. donc, Alex Vizorek, vous avez l'air bien informé. Je me suis renseigné quand j'ai été voir les bureaux. Qu'est-ce qui se passe ou quoi Justement, on va parler de noms. Je me suis intéressé aux noms des rues, parce que certaines sont remises en question dans pas mal de pays, ainsi que des statues qu'on fout en l'air, notamment à Bristol, celle d'un marchand d'esclaves la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Alors ça m'a intéressé. Je voulais avoir l'avis des Français, parce que bien évidemment, c'est ça qui m'intéresse aussi, dont ce premier qui était fâché qu'on déboulonne des statues. Si on y a élevé une statue, c'est pour le rendre hommage, en quelque sorte. C'est un personnage important. Un personnage important dans la vente d'esclaves. Voilà, c'est tout. Mais alors, c'est un personnage important, mais qui est quand même décrié, quoi. Ah bah oui, on peut pas faire l'unanimité. Non, mais c'est vrai. On peut pas plaire à tout le monde non plus. Quand tu déportes des mecs par paquet de 1000, t'as toujours des gens pour tiquer, quoi. Ça, c'est le problème. Regardez Himmler. Il n'a pas toujours eu une super cote de popularité, Himmler. Il y avait du pour, il y avait du contre. Il faut séparer l'homme du nazi, je vous le rappelle. Bon, alors là, le mec en question, c'était donc un marchand d'esclaves. Oui, tout ce qui a été fait avant nous, laissez-les. Il y a des gens qui l'ont fait, ils avaient une raison. Si le symbole est négatif, malheureusement, il est là depuis longtemps, personne n'en est mort. Ah bah là, si, un peu. De l'esclavage, oui, un peu quand même. Oui, mais bon, c'était comme ça, c'est comme ça. Oui, mais bon, c'était comme ça, c'est comme ça, qui est quand même l'argument qui vous offre directement une place de chroniqueur à vie chez Pascal Praud. Bravo, monsieur, il y avait soit ça, soit de toute façon, on peut plus rien dire. Et non, mais bon, les gonzesses, puis après, vous complétez la phrase avec Bon, toujours est-il qu'on détruit pas les statues, c'est pas bien, mais ce monsieur a des solutions quand même. Vaut mieux reconstruire à côté quelque chose de mieux si ça leur plaît pas, plutôt de détériorer ce qui leur plaît pas. Ils auraient pu faire une statue de Martin Luther King juste à côté, quoi. Pourquoi pas? Ben voilà. Mais moi c'est ça que j'aime bien, on critique, mais on a une solution qui arrive juste derrière, quoi. Plutôt que de détruire, on construit. Vous voyez, une statue de Rosa Parks, une statue de Zemmour à côté, une statue de Pasteur, une statue de Didier Raoult. Vous voyez, pour les mails, vous vous démerdez à radiofrance.com. Voilà, il faut qu'on arrive à vivre tous ensemble dans ce pays, et c'est important de ne pas détériorer. Moi, je suis pas pour détériorer ce qui était déjà fait. Parce qu'il y a des statues en France qu'il faudrait déboulonner. Mais non, pourquoi? Même si c'est une statue d'Hitler, mais laissez-la. Voilà, on laisse. Qu'est-ce que ça peut foutre? De toute façon, vu l'ambiance en ce moment dans le pays, ça peut resservir, une statue d'Hitler. Alors j'ai vérifié, il n'y en a pas, quand même. Il n'y a même pas une statue de Didier Lallemand dans le pays. C'est dommage, elle ferait fureur. Un petit peu d'humour nazi, ça fait jamais de mal. Mais soyez pas déçus, il y a quand même du bon. Il y a des noms de rues de pédophiles. Clara habite rue André Gide. André Breton, non, je sais plus. Même elle ne sait plus. Du coup, ça fait 2 ans qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Il y a
Thomas Robert Bugeaud, qui est un maréchal de France assez sympa, qui en Algérie avait dit « Je brûlerai vos villages et vos moissons ». Gratos. Ah ouais, le style Thomas Robert, comme on dit. Donc on a des noms de rues à la cool. Qu'en pense cette dame ? Il faut respecter l'histoire, tout simplement. Enfin, ça fait partie de notre patrimoine aussi, hein, quelque part. Par exemple, il y a une rue Thiers. Oui, qui c'est Thiers ? Oui, bien sûr. Mais non, enfin pour moi, non. Je laisserai. Ouais, il a quand même fait tirer sur la commune de Paris. Oui, tout à fait. Mais bon, je veux dire, il faut respecter chacun. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, il faut respecter. Il faut respecter, ça manque beaucoup de respect. Souvent, je trouve que les gens qui se font tirer dessus sont très intolérants. C'est des gens qui prennent la mouche assez rapidement quand même. Ils meurent, ils disent « Va te faire cuire le cul !» C'est pas sympa. Le mec qui tire, il fait son boulot. Hein, c'est un peu rude. Voilà, c'est vrai qu'à côté de Thiers, Castaner, c'est le Dalai Lama. Mais c'est une autre époque. Il faut prendre en compte l'époque. Par exemple, devant l'Assemblée nationale, il y a une statue de Colbert. Alors que Colbert, il est à l'initiative du Code noir. Voilà, c'est une sorte l'esclavage pour les nuls, si vous voulez. Vous voyez ? Alors, est-ce que c'est pas, à minima, un peu craignos, monsieur ? De ce point-là, oui. Mais bon, Colbert, il a fait du bien aussi. Il a réglé il me semble, le colbertisme, il a réglé l'économie, il me semble, je ne sais plus ce qu'il a fait. Bon, il a réglé l'économie, mais il a quand même déporté des... Ouais, c'est difficile à savoir, oui. Parce qu'on est tous esclaves de quelqu'un à un moment ou un autre. Ah voilà, on est tous esclaves de quelqu'un à un moment ou à un autre, et je ne parle pas de la vie sexuelle d'Alex précisément, mais du fait qu'il faut quand même relativiser. L'esclavage, c'est dans la tête, hein, comme on pourrait lire, et surtout pas mal dans la tête de ceux qui ne voient pas le problème. Guillaume Meurice, merci Guillaume. C'est une émission pédagogique, hein, vous venez de le comprendre. C'est pour ça qu'on poursuit avec les exercices, Alex. Oui, selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Science. Ah non, ça c'est un nom de groupe de rock de Mélanie. Ça, vraiment. L'extinction massive des espèces est en pleine accélération. Alors parmi les espèces suivantes, lesquelles sont en voie d'extinction ? A. Les gorilles. B. Les conquêtes d'Alex Vizorek. Pas exclure. C. Les dodos. D. Le nombre de dodos avant les vacances. Oh, c'est mignon ça. Oui, c'est très mignon. Actualité, éducation civique. Dans la liste qui suit, quelles sont les méthodes utilisées par la police pour immobiliser un suspect ? Petit A, l'étranglement arrière. Petit B, la brouette espagnole. Petit C, le menottage dans le dos. Petit D, le poirier indien. Guillaume. C'est dur aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, l'ex-président républicain George W. Bush a déclaré qu'il ne voterait pas pour Donald Trump lors de la prochaine élection. Pourtant, ils sont politiquement et intellectuellement pas si éloignés que ça. Parmi les faits suivants, lesquels concernent Bush, Trump ou les deux ? Réponse A, il est né en 1946. Réponse B, il a failli s'étouffer avec un bretzel en regardant du foot sur son canapé. On l'avait oublié celle-là. Mais ouais. Réponse C, il a inspiré un personnage du film Les Gremlins. Aux réponses D, il a récupéré le boulot de son papa. Et tous les corrigés à retrouver sur notre page Facebook et franceinter.fr. À présent que nos méninges sont bien échauffés, je pense qu'on peut se lancer dans la suite, Alex. Heureusement que vos méninges sont chaudes car vos synapses vont entrer en érection lorsque sa voix va pénétrer vos esgourdes pour vous donner un orgasme à l'hypothalamus. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonjour Alex, bonjour. L'orgasme à l'hypothalamus, ça j'ai pas vu venir. Il voulait dire hippopotamus. Allez-y, Clara. Bon, Alex, est-ce que vous savez et est-ce qu'on sait jamais ce qui se passe dans le cœur d'une vieille personne placée en EHPAD ? Non. Et bien sûr, en regard des ravages du Covid-19 au sein des EHPAD, la question est d'autant plus brûlante. À nos aînés, aux soignants des EHPAD, à ceux qui avec cœur œuvrent dans l'ombre, telle est la dédicace de ce roman qui a devancé l'actualité mieux que moi, puisqu'il est sorti juste au moment du confinement, et donc on peut le trouver actuellement en librairie. Il s'appelle Une vie et des poussières, il est signé de Valérie Clos, et il fait monter la voix de Mathilde, une vieille dame de 84 ans, que sa fille a placée en EHPAD. Mathilde tient un journal intime que récupère après sa mort une aide-soignante, laquelle décide de le publier. Donc c'est un peu comme dans Titanic, c'est le genre d'intrigue dont on connaît la fin dès le début. Mathilde n'est plus lorsqu'on commence ce livre. Mais ça n'empêche pas de découvrir un état d'esprit magnifique que l'on pourrait qualifier d'ouvert. C'est-à-dire que Mathilde prend les choses comme elles viennent, à commencer par sa voisine de chambre qui s'appelle Chantal, atteinte de démence sénile, qui se croit dans un grand hôtel de la Riviera et qui demande aux infirmières un tube de crème solaire.
Elle prend aussi les souvenirs qui remontent, Mathilde, même les plus douloureux, notamment lorsqu'elle se terrait dans une cave et qu'elle entendait le bruit des bottes allemandes au-dessus de sa tête alors qu'elle avait 6 ans. Elle prend, Mathilde, elle ouvre les bras, même à la laideur. En fait, c'est quelqu'un qui accueille. Et donc, elle encaisse aussi, plus qu'elle n'accueille, le regard que l'on pose sur elle, parce que s'il y a une chose qui la heurte, c'est qu'on la regarde en ayant oublié la femme qu'elle fut. Elle dit: lorsqu'on croise une femme de mon âge, la première chose qui vient à l'esprit en général n'est pas qu'elle a aimé passionnément, qu'elle a désiré, tremblé devant son amant. Et c'est vrai. Pardon Mathilde, ce n'est pas ce qui vient à l'esprit et c'est le grand tort de notre époque moderne et pressée. Vous voyez parfois comme un livre est parfois plus révolutionnaire qu'une société. Mathilde, tout comme les ex de Vizorek, déteste aussi qu'on pense qu'elle est sage. Ah, cette fameuse sagesse qui serait l'apanage du grand âge. Et bien à lire Mathilde, on se dit que la sagesse, c'est peut-être un renoncement, c'est peut-être une frilosité qui a pourri sur pied, parce que elle, Mathilde, elle n'est pas sage du tout. Et c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, la littérature a oscillé entre deux extrêmes avec les aînés. Soit ils sont montrés comme des héros, soit comme des êtres malfaisants. D'un côté, le vaillant et vieil Horace de Corneille, et de l'autre, l'urticant et vieil avare de Molière. D'un côté, le père Goriot de Balzac, qui est honnête et fragile, et de l'autre, la vieille sorcière des contes. Il était donc temps de mettre un petit peu de vie dans ce combat binaire. Et voilà donc Mathilde qui, tant qu'à faire, propose à Chantal de quitter l'hôtel pour une petite balade sur la Riviera et on l'accompagne. Je vous redonne les références. Une vie et des poussières de Valérie Clos est paru chez Bûcher-Chastel. Merci Clara Dupont-Mono pour ce choix littéraire. On peut le trouver en librairie actuellement, cela vient de sortir donc. De la littérature française à la chanson française et un peu espagnole, on pourrait dire la chanson romane. C'est tellement élevé cette émission. Oui. À venir le making-of, on va vite redescendre sur terre, le dessin et ensuite on réélève le niveau avec Thomas Croisière, Alfred et Gaston. Là, on écoute La Féline. Où est passée ton âme? La vie comme l'histoire se répète. Oh, comme le temps a passé. Je crains de revivre sans le savoir cet instant qu'on a traversé. Où est passé ton âme? Cariño, no lo sé. Oh, ton
Nous sommes tellement heureux de nous être retrouvés, d'être à nouveau réunis pour en Parjupidémie sur France Inter. Et l'une des choses qu'on regrettera de l'émission enregistrée en confinement, ce sont les petites astuces techniques, les petits tips, je dirais, qu'on a pu s'échanger. On a considérablement appris sur tout ce qui est high-tech. Souvenez-vous, dans cette équipe, c'est le making-of, les cuisines de l'émission d'il y a 2 semaines à peine. Juliette, un jour, tu m'as dit qu'il faut jamais mettre son téléphone en mode avion parce que c'est pire pour les ondes. Pire, j'ai pas dit que c'était pire. J'ai Ah dit bon que t'as quand même des ondes. Ah, ok. Donc, il faut les prendre complètement. Le Wi-Fi passe. En tout Non, cas. parce que je me souviens que tu m'avais dit non, c'est pire. Et donc, du coup, quelqu'un me dit ah, mais en mode avion. Je dis t'es fou, c'est pire. Il me dit mais pourquoi? Je dis ah, bah, faut demander à Juliette Arnaud. Et les ondes du téléphone, ça fait quoi exactement, Juliette? C'est le docteur Raoul qui me l'a dit. Voilà. Non, mais je veux dire que si tu mets ton téléphone la nuit, tu penses qu'en Ouais. étant sur l'avion, tu as moins de problèmes qu'en l'éteignant. Alors là, c'est ça que j'ai dit à Thomas. Et c'est tout. quel type de problème? Tu parles de quel type de problème? Des problèmes qui sont sans... Oh merde! Eh oui, Guillaume est chiant même dans la vie. Et Thomas VDB fait des chroniques même quand il n'est pas à l'antenne. Vous écoutez Parjupidémie, on va passer au dessin les amis. Guillaume évoquait tout à l'heure les statues des oppresseurs, statues déboulonnées. Il semble que dans le monde d'après George Floyd, on renverse davantage de statues qu'on en érige. Alors, devient le Rodin des Guignols, le Giacometti de la bouffonnerie et dessine une statue en l'honneur de la rigolade. C'est une bonne idée. Vous la postez sur Twitter, #Parjupidémie. Et puis si c'est Pablo Mira, ça coûtera pas trop cher parce qu'il est pas bien grand. Ça peut être un personnage, un objet, une métaphore, tout ce que vous voulez. Et je tiens à féliciter Pierre aussi, dont le poème dédié à sa maman, qui était le défi de vendredi dernier, a été choisi pour être publié sur notre page Facebook où il remporte un franc succès. Le poème est très joli et très marrant. Je vous engage à aller le voir. 4 000 € je crois, hein. Il y a un chèque de 4 000 € à gagner. Le mini ciné-club reste ouvert, nos oreilles aussi, pour entendre Alfred et Gaston nous raconter le dernier film que vous leur avez montré, Thomas. Je devrais dire le dernier film que vous leur avez transmis. Confiné volontaire avec mes 2 félins pour l'autre, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Lion de Garth Davis. Qui, contrairement à ce que laisse penser son titre, n'est pas un documentaire animalier. Il vous faudra attendre les 2h09 du film pour en comprendre la signification. Vous pouvez également demander à Siri ou Google, dont l'application Google Earth est un des éléments narratifs essentiels du film. C'est l'histoire d'un petit garçon. C'est une famille qui a pas d'argent, donc ils volent du charbon pour les vendre au marché. Et comme ça, ils ont de l'argent et ils s'achètent du lait et tout ça. Et un jour, il supplie son frère d'aller avec lui pour le travail de nuit. Et en fait, il s'endort sur un banc parce qu'il est trop fatigué. Et là, le matin, il cherche son frère dans le train. Et le train démarre. Et en fait, il va à 1600 km de chez lui. Et en plus, c'est inspiré, c'est une histoire vraie. Hein. L'histoire vraie de Sarou Brierley, perdue à 5 ans au milieu de Calcutta et des années 80, puis adoptée par une famille australienne, interprétée par Nicole Kidman tout en yeux rougis, et David Wenham, qu'on aime aussi avec les cheveux longs du Faramir de Peter Jackson. J'ai pas trop aimé parce que c'était triste, comme papa. Triste comme papa? Non, comme papa, t'as pas aimé parce que c'était triste. C'est pas que je n'aime pas, c'est que, comme en 2016 au cinéma, j'ai passé pas mal de temps avec de l'eau dans les yeux. D'ailleurs, pour pleurer sur commande, il m'eût suffi de repenser à la frimousse de Sonny Pawar criant « Goudou 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 !» qui n'est pas le cri de la lesbienne le soir au fond des bois, mais le prénom de son frère. Mon cadet, lui, a beaucoup moins d'état d'âme. Bon, moi, je serais pas si triste que lui si je perds Alfred, parce que j'aurais la Switch à moi tout seul. Mais je serais quand même un petit peu triste. La vérité, c'est que ce film n'est pas triste, il est émouvant. Et Garth Davis sait jouer du violon, de l'alarme et du gros plan, ce qui lui valut 6 nominations aux Oscars pour son premier long métrage. Il sait aussi nous embarquer dans une histoire filmée à hauteur d'enfant et du regard du petit Sarou.
En revanche, lorsqu'il est plus grand et interprété par Dev Patel, la star de Slumdog Millionnaire, il fait moins l'unanimité chez mes garçons. J'ai bien aimé le début, mais pas la fin où il était grand. Parce que quand il était grand, il y avait des histoires avec une fille, après il en a marre. Mais... c'est pénible. Et tu as raison, mon chéri, parce que moi aussi j'en ai ras la casquette de capitaine des comédies romantiques. Lyon est une belle histoire de fratrie, une bouleversante histoire de famille et une haletante quête de racines comme d'identité. 80 000 enfants disparaissent chaque année en Inde et tous n'ont pas la chance, comme Sarou, de connaître une fin joyeuse. J'ai été joyeux à la fin du film. Mais son frère est là-haut. Alors... Alors oui, tais-toi. Et si vous voulez chialer dans la joie, regardez Lyon. En revanche, si vous voulez chialer tout court, regardez Le Lion avec Danny Boone et Philippe Catherine. En attendant, Indien vaut mieux que deux tu l'auras et vive le cinéma! Lion de Garth Davis, vous nous avez donné tellement envie de le voir. Thomas Croisière. Faites-le. Bah oui, avec joie. Alfred et Gaston, vous les embrassez très très fort de notre part, hein. Est-ce qu'ils progressent dans l'école à la maison? Ils sont toujours aussi sages? Écoutez, on est même en avance sur le programme, je suis très content. Oh là là, magnifique. Jean-Michel Blanquer va téléphoner. Ouais. Peut-être vous pouvez rester au Cap-Ferrat encore un an alors. C'est prévu. Ah, nous, on est preneurs de vos chroniques. Juliette, vous voulez dire quelque chose? Mais ça suffit maintenant, Édouard, tu reviens. Oui, il s'appelle Thomas Croisière. Oui, Thomas. voilà. Bien sûr. Dans la vraie vie. Quand elle est fâchée, elle l'appelle Édouard. Merci les amis. Et merci les tauliers, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. Merci à ceux qui étaient là aujourd'hui. Merci Constance qui est de retour. Mélanie Boer, à bientôt. Et Clara Dupont-Mono. À vendredi les déconfins. Avec joie. Nathalie Romero, Fabrice Rivaud et Sarah Masson ont préparé cette émission, aidée de Kélian Yousfi, notre stagiaire toujours retenu à Mulhouse. François Audouin réalise, Ramzi Assadi coécrit, coordonne et retrouve des making-of dans ses archives. À la technique aujourd'hui, les camarades Tanguy Lecorneau, Bruno Mourlan et Camille Lermite. Voici le mot de la fin au président de la République qui, à propos du racisme dans la police, laisse en première ligne Christophe Castaner. Et là, je lance mon bras dans le vide. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te dis au début? Pas d'initiative! Voilà, pas d'initiative, j'avais dit. C'est joli. Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie. Parlez-nous de la solution naturelle et efficace contre les taches. Oui, le sérum Vino Perfect corrige les taches liées au soleil, à l'âge, au masque de grossesse, aux cicatrices d'acné. Il prévient leur apparition et sublime l'éclat du teint. Quel est son secret? La viniférine, extraite de la sève de vigne et brevetée par